Pour une satisfaction de vos besoins de main-d'œuvre qualifiée, matériel et expertise dans le domaine du BTP, optez pour l'unique plateforme qui transporte la qualité de ses services auprès de vous. Idole Africa, le numérique au service du BTP. www.idoleafrica.com. Je suis Richard Ojrado, entrepreneur engagé, et j'ai pour mission de propulser le rêve africain. Je suis fondateur et CEO de Iceworld Tech, qui est l'entreprise qui promeut la marque Asuka Spirit, la marque d'équipement informatique et d'objets connectés africaine. Notre leitmotiv principal, c'est la synergie. Montrer qu'en Afrique, on peut naître, étudier, faire une carrière ou entreprendre et réussir. On peut fabriquer notre propre paradis ici en Afrique. Et c'est tout ce qui détermine notre démarche. Richard Ojrado, c'est force, abnégation, détermination. Et surtout, le partage. C'est ce qui me détermine. Je suis classé parmi les 700 personnes les plus influentes par le magazine Tropique en Afrique du Sud, parmi les 500 personnes les plus influentes au Nigeria et parmi les 50 personnes et les 100 personnes les plus influentes en Côte d'Ivoire et au Bénin. Sans plus tarder, je vais vous dire que je suis certainement le prochain visage que vous verrez devant vos écrans partout et à tout moment. Je serai certainement omniprésent parce que je vais apporter des solutions à tous vos problèmes et pas à la technologie. Et je suis dans la nuit. Je pensais que tu allais oublier. Non. Ok, non, ça ouais. marche. Ouais. Si quelqu'un ne vous connaît pas et vous devez vous présenter sans énumérer tout ce que vous venez d'énumérer, vous direz quoi? C'est difficile. Ouais, quand même. Quand même. C'est un gros exercice. En fait, je dirais, je suis le rêve africain. En un mot ou en une phrase, c'est « je suis le rêve africain ». Parce que pour moi, dans le rêve africain, il y a tout le schéma caduc qu'on a gravé dans nos esprits par rapport à l'Afrique, ce qu'est l'Africain, ce qu'est l'Afrique en général, ce qu'est l'Afrique par rapport aux autres dans le monde. Donc, moi, ma mission aujourd'hui, elle est vraiment focalisée sur le fait de sortir en fait, de cet ancrage-là qui nous retarde. Voilà. C'est un peu comme quand on parle de panafricanisme, d'esclavage et tout ça. Moi, en fait, honnêtement, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas plus que ça parce que je suis plutôt mondialiste. Je vais vers le monde avec mon identité africaine. Et mon combat va se concentrer vraiment sur ça. Moi, je ne pleure pas. Je ne perds pas mon temps à pleurer, à regretter le passé, tout ce qui s'est passé. Parce que va voir, peut-être si les rôles étaient inversés, on aurait peut-être fait pire. Donc aujourd'hui, il ne faut pas perdre le temps dessus. Il faut bosser. Il faut juste bosser parce que d'ici 2060, on sera, je ne sais exactement combien sur Terre, mais les Africains, notamment plus jeunes, seront les plus nombreux. Et vous savez quoi? Ça veut dire que si cette population qui est censée être une puissance pour nous, un avantage, n'est pas orientée, éduquée, accompagnée, coachée, ben, elle va devenir un désavantage. Elle va devenir un gros problème. Parce que beaucoup de personnes pas éduquées, ça fait un gros problème à gérer. Et du coup, pour éduquer, ce n'est pas seulement une question d'école, ce n'est pas seulement une question d'université, de diplôme, non. C'est aussi une question d'enseignement de ce que c'est que la vie. Parce que quand on est, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de notice. Et du coup, on apprend tout soi-même, on fait notre propre notice, en se cassant la gueule, en se relevant et tout ça. Et du coup, tout ça, ensemble, ça doit se transmettre à travers des modèles. Je pense que si vous, en tant que Togolais, vous sortez de Adido Gomen et que vous savez qu'il y a 2-3 modèles qui sortent de Adido Gomen et qui sont allés au sommet grâce à peut-être l'entrepreneuriat ou à leur carrière, ça vous parlerait beaucoup plus que d'entendre parler d'un Elon Musk qui est aussi loin de vous. Donc, dans l'esprit de faire des modèles,
on a cette mission de donner le tout, de sacrifier tout ce qu'on peut sacrifier pour représenter fidèlement cette démarche-là dans laquelle on est, pour atteindre cette mission-là, cet objectif qu'on s'est fixé, qui est de propulser le rêve africain. Donc, il faut qu'on devienne des modèles. C'est comme je dis, lorsque je prends un exemple, je suis croyant, moi, OK? Et si je dois aller parler de Dieu, évangéliser quelqu'un, honnêtement, je ne souhaiterais pas évangéliser quelqu'un et attendre de ce quelqu'un-là après qu'il me donne à manger. Ça ne fait pas sens. OK? Donc, si le Dieu en qui je crois, il est aussi puissant, pourquoi moi je crève de faim? Donc, moi, je veux être celui-là, super riche, qui vient parler à quelqu'un qui est dans le besoin et qui lui dit, écoute, dans tous les cas, la belle preuve, je vis bien. Je vis certainement mieux que toi. Et c'est pour te dire que je suis avec un Dieu qui est réel et qui fait des choses bien. Donc, moi, je dis à Dieu, il n'y a pas d'interlocuteur. Écoute, si tu veux que j'annonce la bonne nouvelle, que je parle de toi aux gens positivement et que les gens croient en moi, ben écoute, je ne peux pas être crève la faim. Tu vois? Donc, c'est dans ce même esprit-là que je dis, l'Afrique a un problème de mindset. Et ma mission, c'est de faire en sorte que chaque Africain, où qu'il se trouve, où qu'il soit, peu importe son statut, peu importe ses conditions de vie, comprenne que c'est possible de réussir sur le continent. Aliko Dangote n'a pas fait sa fortune aux États-Unis, au Nigeria, et c'est en Afrique. Donc, c'est possible pour tout le monde. Dans ta présentation, ouais. Tu as dit qu'il est possible de créer un coin de paradis en Afrique. Ouais. D'autres diront que l'Afrique, c'est le paradis. Ah, excusez-moi, je pense que même au paradis, on peut créer le paradis. C'est une question d'échelle. Votre paradis n'est pas mon paradis forcément. Parce que le paradis imagé, c'est un endroit où on est bien, où on n'a pas de manque, on est heureux, on est d'accord. OK. Ce qui fait mon bonheur pour que je sois heureux, c'est pas forcément ce qui fait votre bonheur. Du coup, le paradis imagé comme ça, tout de suite, ça devient non inclusif. Parce que pour que ça soit inclusif, que ça prenne en compte ce qui rend les autres aussi heureux. OK? Donc, du coup, je pense qu'on peut créer un coin de paradis dans le paradis. C'est pour dire que, excusez-moi, le paradis dans lequel il y a des enfants qui ne mangent pas, le paradis dans lequel il y a des millions de jeunes qui sont déscolarisés, le paradis dans lequel il y a les guerres non-stop, le paradis dans lequel il y a un manque de synergie, un manque de modèle, le paradis dans lequel il y a des gens qui n'ont pas d'eau à boire. Excusez-moi, on peut encore créer un coin de paradis dans ce paradis. Ouais, il faut se dire la vérité, en fait. Il faut qu'on arrête de se voir la face. Ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas bien, c'est pas bien. Ce qu'il faut faire, il faut faire. Et il faut passer à l'action. Honnêtement, l'Afrique est le paradis dont on parle dans le sens où il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans le sens où on a encore de la richesse brute. OK? Je suis d'accord. On a du soleil, H24. C'est le paradis. OK, dans ce sens. Mais vous convenez avec moi qu'il y a tellement de choses à faire pour rendre davantage les gens heureux, des gens, leur donner du mieux-être. On est d'accord. Donc, on peut encore créer un coin de paradis dans ce paradis-là. C'est dans ce sens, en fait, que je disais qu'on peut encore toujours créer un coin de paradis. J'ai envie que ce podcast soit une histoire. D'accord? J'aimerais qu'on parle vraiment du zéro pour arriver à Richard Ojado. Wow, ça va être long. Oui, on y va. Non, mais tu peux couper rapidement et tout. Ouais, OK. Ouais. Là, qui est Richard Ojado? Il est né où? Il a commencé quoi? Tout ça. Et dans votre histoire, moi, j'ai lu que vous avez beaucoup galéré. Ouais. Que vous aviez commencé une étude d'études en ligne, mais vous avez arrêté par faute de moyens. Ouais. J'ai envie de savoir tout ça. On commence par zéro. On y va. Zéro? Oui. OK, c'est quelque part en 89, le 3 avril, que je suis né à Cotonou, d'un père Idacha, donc de Dassa, des collines, et d'une mère de Porto-Novo. Alors, je suis l'aîné de ma famille, donc après moi, il y en a eu plusieurs. Et il faut dire que, voilà, on n'a pas manqué ce problème de couple qui se sépare, et puis après, les enfants
soit sont chez la mère ou chez le père. Moi, j'ai été au milieu des deux et ça a été, enfin, un peu chaud pendant un moment parce que c'était un peu le chat qui courait après la souris et voilà, la souris qui se cachait. Parce que la mère qui veut garder ses enfants et le père qui veut les récupérer, c'est pas méchant. Sauf que nous, on se retrouve au milieu et puis après, ça va faire que mon histoire est quand même assez riche de déplacements. Donc, j'ai jamais fait plus d'un an quelque part. On s'est beaucoup déplacé. Ça m'a permis de découvrir beaucoup d'environnements jusqu'à ce que, après, donc de chez ma mère, je revienne chez mon père. Et qu'un jour, en plein midi où j'allais à l'école, il y a une voiture qui garde devant moi et qui me dit, monte dans la voiture. Je regarde, c'est mon père. Et puis il me dit, bon, on y va. On va où? On est parti en Côte d'Ivoire. Comme ça, donc je n'ai même pas eu le temps de me changer. J'étais dans ma tenue kaki d'école. Et il faut dire que ça a été quand même une très belle histoire, quoique parfois difficile. Donc, arrivant en Côte d'Ivoire, je vais me refaire donc de nouveaux amis, m'adapter à l'environnement et ça se passe plutôt bien. Donc, il faut dire que j'étais pas très, très brillant à l'école au Bénin. Mais arrivé en Côte d'Ivoire, pas parce que le système était moins complexe, moins compliqué forcément, mais parce que je m'étais rendu compte que j'étais dans un nouvel environnement et que j'avais quelque chose à défendre. Je devais montrer que voilà, d'où je viens, on est bien, on étudie, on fait ci. Et du coup, ça fait que ça m'a vraiment motivé. Et à partir de ce moment-là, j'étais devenu vraiment un as à l'école. Donc, j'ai pas mal de camarades qui ont fait mon parcours avec moi, qui peuvent encore témoigner. Donc, au primaire, fini le CM2, c'était avec brio. Après, je commence le collège, j'étais tout petit. Au collège, je venais du plateau. Et là, je vais découvrir un autre environnement où, des fois, les bus étaient tellement blindés le matin pour aller au collège qu'on était obligé de passer, de s'accrocher aux fenêtres. Hein, et ça s'appelait le barreau d'enjaillement à l'époque. Le barreau d'enjaillement, c'est quand tu t'accroches et que tu commences à monter sur le bus, à faire des grimaces et tout. Bon, heureusement que je n'ai pas fait ça, mais je restais quand même accroché à la porte ou à la fenêtre jusqu'à ce que je trouve de l'espace pour entrer dans le bus. Donc, on a fait tout ça pendant un bon moment. J'ai découvert la musique. J'étais le président du club de musique. J'ai commencé à faire le rap. À un moment donné, je ne vais pas rapper, ça c'est sûr. Vous n'allez pas me demander ça. Et du coup, j'ai même fait des singles, des EP. Ça se passait plutôt pas mal. Et voilà, j'ai découvert le monde du business et de la technologie avec mon père. Parce que lui, il allait en fait faire des foires commerciales où il vendait des DVD, des disques à l'époque, des télévisions, des postes téléviseurs, je veux dire. Et du coup, et des amplificateurs de son et tout ça. Donc, j'ai découvert cet univers avec lui et j'étais super passionné parce que c'est le mec qui quand même, j'estime que j'ai été dans la meilleure école, dans la meilleure université du monde parce que c'est l'école et l'université de la vie. J'ai eu le meilleur professeur au monde parce que ce monsieur qui est mon père m'a enseigné en fait qu'il faut mériter tout ce qu'on a dans ce monde. Et surtout, que la quiétude, la paix du cœur n'a pas de prix. C'est un vendeur redoutable. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs il a arrêté de vendre, mais c'est l'un des plus grands vendeurs que j'ai connu dans ma vie. C'est le monsieur, juste à voir venir quelqu'un, il peut te dire jusqu'à combien cette personne peut dépenser et ce que cette personne pourrait acheter chez lui. Et du coup, ça, vous comprenez l'état d'esprit dans lequel je suis resté. Et voilà, c'est comme ça que ma passion pour le business démarre. OK, mais en même temps, je continuais les cours. À un moment donné, les parents avaient décidé de revenir sur Cotonou, donc au Bénin. Et moi, j'étais resté tout seul. Et le bac? Justement, c'est quand je suis resté tout seul que j'ai été au bac. Parce que moi, je n'ai pas fait la première. De la seconde, je suis allé directement en terminale. Sur recommandation de mon professeur principal. Tu étais super intelligent, tu veux dire? Euh, Humilité. non, c'est... Bon, après, c'est certainement de l'intelligence. Parce qu'on ne peut pas faire semblant d'être intelligent, ça c'est sûr. Et pour arriver à faire ça, il faut avoir quand même une once d'intelligence. Mais je pense que c'est beaucoup
plus une sorte de preuve de capacité Ok. vis-à-vis de moi-même, ma propre personne, en fait. Donc, je me retrouve tout seul. Donc, il y a des gens qui me disent que je vais échouer parce que je suis tout seul. Et moi, je dis, mon père, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, écoute, petit, si tu décides de rester alors qu'on veut tous partir, bah, vas-y, quoi. Et moi, je te soutiens. Donc, du coup, il m'a laissé, à l'époque, je crois, un stock de CD. Avec ça, je devais me débrouiller. Je suis resté dans une ville, Diegonefla, et de là, je suis revenu sur Oumé, qui n'était pas très loin. Et je me suis installé à Oumé définitivement pendant un bon moment. Et là, j'ai fait ma terminale. C'était une belle année parce que je ne passais pas vraiment beaucoup de temps au cours. Quand j'allais au cours, c'était pour suivre vraiment. Et quand je finis de suivre, je rentre, je fais du business. Je vendais des motos d'occasion, des scooters. Après, j'avais des tableaux de CD. Bon, d'un tableau, je suis parti à 3-4 tableaux dans la ville. Donc, on me connaissait très bien. Je vendais des téléphones. Donc, j'allais sur Abidjan, je rachetais et je revenais. Et tout ça, j'avais appris ça avec mon père parce que lui, il descendait des fois jusqu'à Lomé pour acheter et repartir vendre. Des fois, on achetait des choses à Abidjan qu'on allait revendre à l'intérieur du pays, mais 4-5 fois le prix. Donc, j'ai appris ce système-là jusqu'à ce que j'ai eu mon bac. C'était un bac A2 parce que j'aimais la philosophie. Sauf que je vais rencontrer un oncle après qui va me dire, écoute, ça c'est un bac de femme, donc il faut que voilà, tu démontres que tu arrêtes de te faire la grosse tête parce que toutes les femmes ont ce bac-là. Et mon fils, il a échoué au bac D, donc si toi, tu étais au bac D aussi, tu allais échouer. Donc j'ai pris le pari avec lui pour l'année qui a suivi et je suis allé au bac D au lieu d'aller en première année d'université. Et c'est comme ça qu'ayant obtenu mon bac D, là, j'ai décidé de ne pas aller m'asseoir à l'université parce que j'ai perdu une année. Une année que j'avais gagnée en sautant la première. Et du coup, je voulais aller très vite. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, lui, il n'a pas tenu sa promesse. Il devait me donner sa Mercedes, il ne l'a pas fait. Par contre, il m'a donné 500 000. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire en ligne. J'ai commencé à vraiment m'intéresser beaucoup plus à Internet. Ce qui a fait que j'ai commencé à développer des idées de projet. Et de là, il s'est passé un truc, c'est que j'ai perdu tout ce que j'avais à un moment donné parce que j'étais tombé malade. Il n'y avait personne à côté. Et ceux à qui j'avais confié mon business n'ont pas su bien gérer. Il y a une unité qu'on appelle Sécos aussi qui était venue ramasser tout ce qui était disque, jockey, les CD, les compacts disques, parce que en fait, c'était pas légal. C'était une sorte de piratage, en fait. Donc, voilà, j'ai tout perdu comme ça. Il fallait tout reprendre à zéro. C'est comme ça que je me suis rappelé, en fait, que quand je faisais les foires commerciales avec mon père, il y avait un ami et son père qui faisaient du sandwich. Eux, c'était du pain avec des saucisses, des pâtés à l'ail, du fromage. Et ils avaient une spécialité, les œufs en gâteau. Donc, j'avais beaucoup observé tout ça, je savais comment ils faisaient. Mais ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'il y avait beaucoup de sachets noirs qui passaient. Et dans ces sachets noirs, c'était des tas d'argent. Et je me suis rappelé que, bon, s'ils faisaient beaucoup d'argent, autant d'argent avec le sandwich, je peux en faire aussi. Vu que je savais comment ça pourrait se faire. J'ai commandé des barres de saucisses depuis Abidjan, c'est arrivé. Et j'ai fait mon petit stand devant un maquis et j'ai commencé à vendre mon sandwich quand j'ai recouvré la santé. Donc, les gens m'ayant connu en tant qu'élève brillant, en tant que businessman brillant, et en plus, je travaille beaucoup avec le commissariat de la ville, le commissaire, tous les inspecteurs, c'était mes potes. Ça fait que j'avais quand même une cote et les gens venaient curieusement acheter chez moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en moins de, je crois, 2 ou 3 semaines, j'ai fait un chiffre d'affaires énorme. Énorme. J'en ai parlé dans l'un de mes posts et ça a fait polémique parce que les gens ont sorti le thème mytho-teller, mythopreneur à l'époque parce que pour eux, c'était tellement pas réel, tellement pas possible de faire ce genre de choses. C'était combien? Non, c'était à peine 300 000 en quelques jours. Mais c'est rien ça, 300 000. Après, j'ai fait beaucoup plus avec les jours qui sont venus. J'ai fait tellement d'argent avec ce sandwich-là que j'ai relancé mon business de téléphone. Et voilà, j'ai financé ma première année en ligne et tout. Après, j'ai dit, bon, écoute,
Je n'ai pas assez d'argent pour financer jusqu'au bout. J'avais ma petite sœur qui était restée aussi, mais elle à Abidjan. Donc, du coup, je devais aussi aller la soutenir. Et comme ça, j'ai dit, bon, écoute, j'arrête, je me lance à fond dans le business. Je pourrais me taper de l'argent rapidement. Qu'est-ce que je vais encore chercher à l'université? C'est ce que je me suis dit. Si je dois donner un conseil aux jeunes, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'étudier, allez-y. Mais n'oubliez pas d'apprendre à vendre et à faire de l'argent. C'est important. D'autant plus que de toute façon, tout le monde vend quelque chose. Même vous, vous vendez quelque chose, un savoir-faire. Et c'est pareil pour tout le monde. Alors, donc, je retourne sur Abidjan et je vais commencer à faire dans les business de canettes. Après, je vais faire un salon de coiffure. Je vais recruter quelqu'un dedans qui va commencer à me gruger. Et après, je vais refermer le salon. Et je vais faire un autre salon de coiffure maintenant pour femmes. Je vais fermer ça aussi. Je vais reprendre le business des disques, des CD à Abidjan. On va me choper. Je vais fermer aussi. Et à un moment donné, je décide de rentrer à Cotonou. Ah ouais, j'ai oublié l'épisode de cabine. Je faisais aussi une cabine. Donc, j'en ai fait 3. C'était à Port-Boué. Et du coup, j'ai fermé tout ça, j'ai décidé de rentrer, je suis rentré. Un jour, j'ai appelé mon père, j'ai dit, écoute, je suis à Cotonou. Il fait, non. Comment tu as fait? Je dis, bah, je sais comment rentrer à Cotonou. OK. Parce que j'ai fait monter, descendre, on appelle ça. Donc, tu prends un taxi, tu arrives à un endroit, tu arrives à la frontière, tu prends un autre jusqu'à arriver à Cotonou. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'arrive à Cotonou, il faut que je refasse tout, que je reprenne tout à zéro. Alors, il y a eu quand même une petite partie que je vais pas, dont je ne vais pas parler ici. Pourquoi? Parce que ça touche un sujet qui est beaucoup plus sensible aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas d'en parler. D'accord. Et du coup, donc, je reviens, il faut que je refasse tout. Alors, pour me réintégrer, je vais chercher un endroit où je vais avoir un petit job. Et c'était une dame devant une école, les Kougama, je crois, ouais, qui faisait des saisies et tout, de textes. Donc, je vais commencer chez elle à 25 000 francs le mois. Donc, bah, je fais ça pendant quelques temps. Après, ça ne m'intéresse plus. Donc, je vais chercher à faire de la négociation de ciment. Donc, j'allais dans la zone de Gamrito et j'allais voir les gérantes de ces magasins-là qui revendent des ciments. Et je négociais parce qu'il y avait une forte demande. Donc, tu arrives à 6 heures du matin, il y a déjà une longue file d'attente. Donc, moi, j'arrivais à négocier au moins 5 tonnes à l'avance. Et du coup, je suppose si c'est à 80, 70 000, moi, je pourrais revendre à 80, 90 000. Donc, tu viens, tu es dans la queue, tu es peut-être la centième personne. Je te vends, tu payes 10 000 de plus et puis moi, je fais mon business et je donne la commission à celle qui m'a filé parce que je n'avais pas d'argent pour prépayer les 5 tonnes. Et de fil en aiguille, bon, je vais arrêter ça. Et puis, je vais décider, parce qu'un soir, j'étais célébrer l'anniversaire de ma petite soeur qui est rentrée à son tour. Et j'arrive dans le coin, je vois que le coin il est pas mal. Et, du coup, je peux manager un club. Mais avant, je vais travailler dans un projet où j'ai gagné beaucoup d'argent. Honnêtement, j'étais très bien payé parce que j'étais... Tu racontais? C'est pas un bon épisode à raconter. De toute façon, je raconte pas seulement les beaux côtés, mais c'est un moment qui m'a beaucoup marqué et je ne souhaiterais pas rentrer forcément dans les détails, mais c'est un projet sur lequel j'ai bossé et j'ai été spécialiste junior en passation de marché. J'ai gagné de l'argent. Combien? Beaucoup. Combien de millions? Ouais, bien plus. J'en ai beaucoup gagné. 10? Non, 20? pas 10, non. 30? Non, on 50? va descendre, non. Ah, ok. Non. 5 millions? Non, pas 5 millions, moins de 5 millions quand Ok. même. Et j'ai gaspillé, je me suis amusé, comme tout jeune. Et je me suis rendu compte à un moment donné, et puis voilà, j'ai arrêté cette mission-là et je me suis reconcentré sur ce qui me passionnait, l'entrepreneuriat. Créer des choses, faire des choses, voilà. Et du coup, il me fallait refaire un réseau. Et pour refaire le réseau, j'ai pensé à la boîte de nuit. Je dis, bon, c'est l'endroit où, écoute, vu qu'on est dans la nuit, je vais parler de mon expérience de nuit, c'est l'endroit où quand tu peux rencontrer un cadre, un monsieur que tu n'aurais jamais la chance de rencontrer en journée parce qu'il n'a pas le temps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ce job pour, je ne sais plus trop combien à l'époque, ça devait être 50 000 au début. Donc, j'avais pris le pari avec le propriétaire de booster le club et tout. Il m'a dit, OK, on verra. Bon.
Déjà, lui m'a recadré tout de suite parce que je le sentais très jeune, donc je le tutoyais, bro. C'est comme, hé, mec, je suis pas ton bro. Tu viens travailler, tu cherches boulot et puis tu m'appelles bro. Depuis quand on est bro? Ça va pas la tête? Tu restes concentré, tu fais ton boulot, je suis pas ton camarade. Je suis le boss, tu es mon employé, terminé. OK, boss. Bon, c'est clair qu'il ne connaissait pas mon passé récent avant d'arriver là, mais j'ai apprécié ce qu'il a fait parce qu'il m'a recadré, il m'a permis de rester concentré sur ce que je devais faire et de connaître ma place. Et je pense que ça, aujourd'hui, beaucoup de jeunes le prendront mal. Moi, je ne l'ai pas pris mal du tout, au contraire. Et puis, il avait raison, c'était le boss. À quel moment tu viens, tu l'appelles bro? Tu vois? Et du coup, je prends le job, je commence à bosser comme un malade. Et en moins de 2 mois, le pari, c'était sur 3 mois. En moins de 2 mois, c'était plein à craquer. Ça marchait grave parce qu'il y avait un autre club qui était fermé pour travaux. Et moi, j'allais chercher tous les clients qui allaient là-bas, je les ramenais ici. Donc, j'allais dans d'autres clubs aussi, je payais à boire des gens pour les ramener chez moi. Donc, j'ai fait ça et ça a cartonné. Donc, je suis passé de 45 000, je crois, 50 000 à 85 000. Donc, avec maintenant un scooter, un ordinateur, un téléphone professionnel, en plus de mon téléphone personnel. Bon, ça marchait bien. Donc, je me faisais mon réseau, des contacts. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont restées de très bons contacts aujourd'hui. Alors, dans ce business, ce qui va se passer, c'est que un soir, lorsque j'étais dans un autre club pour ramener les gars chez moi, on va me voler mes 2 téléphones parce que je les ai posés, je suis allé aux toilettes. À mon retour, plus de téléphone. Donc, on a secoué tout le coin, remouillé tout. On n'a pas retrouvé le téléphone. Et vous savez combien ça peut être frustrant, combien ça peut faire mal de perdre son téléphone? Parce que quand on perd le téléphone, ce n'est pas seulement l'investissement dans le device, c'est aussi tous les contacts qu'on perd. Parce qu'à l'époque, on ne sauvegardait pas vraiment et tout. Bon. Donc, il y a quelques épisodes que j'ai sautés. Ce sont les parties les moments où j'ai fait Easy Contact, j'ai fait Scoop Me, j'ai fait les romans photos Dilemme avant, en fait, d'entamer le projet en question dont j'avais parlé. Easy Contact, c'est l'ancêtre de WhatsApp. Scoop Me, c'est ce qu'on a retrouvé aujourd'hui, les buzz, les pages qui font le buzz et tout en ligne. Il y a eu First Magazine en temps qui faisait ça. Donc, je faisais les montages du roman photo en Word, dans un logiciel primaire carrément. Et ça a quand même bien marché. Le roman photo, c'était le dilemme dans lequel j'imaginais des histoires que je racontais et ça marchait plutôt très bien. Donc, toute cette période m'a renforcé dans ma confiance en mes capacités d'entreprendre parce que je pouvais observer un problème et apporter une solution. Et c'est ce qui a fait que quand on m'a volé mes 2 téléphones, j'ai voulu, j'achetais un nouveau téléphone et je ne voulais pas que la même chose m'arrive. Et du coup, je commence à chercher des solutions anti-vol. Sauf que je vais me rendre compte que tout ce qui était proposé comme solution anti-vol, c'était en fait des médecins après la mort. Parce que c'est après avoir perdu le téléphone qu'il faut essayer de le géolocaliser. Et on sait que c'est trop tard. Du coup, je n'étais pas satisfait de tout ce que j'avais. Alors moi, je me suis dit, bon, ça c'est un gros problème. Il faut que je trouve une solution. Et c'est comme ça que l'aventure de Ice World Tech, Asoka Spirit a démarré. J'arrive d'abord. J'arrive. On ne va pas encore aller dans Asuka. Dans votre parler, vous avez beaucoup fait allusion à votre papa. Tu vois? Et je comprends qu'il a été un vrai modèle pour vous. Dans notre actuel, c'est compliqué de trouver des modèles. Par exemple, quand tu demandes à un jeune c'est qui ton modèle, il va te parler d'Elon Musk, il va te parler de Rihanna, il va te parler des gens qui ne sont pas à côté de nous, qu'on ne connaît même pas forcément, tu vois. Aucun jeune ne te parlera de papa. Aucun jeune ne te parlera de maman. Tu vois, alors que ce sont des gens qui se saignent vraiment pour qu'eux, ils avancent dans la vie. Tu vois. Qu'est-ce que ton pays a représenté quoi pour toi concrètement? En fait, mon père, pour moi, c'est un formateur. C'est un formateur, c'est mon formateur préféré d'ailleurs.
Et c'était le meilleur. Par contre, ma mère a été une inspiration. Ce dont je n'avais pas beaucoup parlé, parce que vous ne verrez pas forcément beaucoup de mères dans des situations très difficiles et précaires vouloir tout faire pour garder ses enfants. C'est pas courant. La petite guerre que les deux se sont fait pendant un moment pour avoir la garde, garder les enfants, c'était un témoignage d'amour. C'était un témoignage d'amour parce que ça veut dire que les deux tenaient, quoi qu'il arrive, à leurs enfants. Donc moi, je pense que ce sont des choses qui m'inspirent. Quand je vois ma mère qui va nous faire à manger difficilement parce que n'ayant pas les moyens forcément, qui va nous faire la pâte, wok, ce qu'on appelle wok à bateau, et qui, vu qu'il n'y a pas de tomate, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de poisson, elle va nous faire une sauce avec la farine qui a servi à faire la pâte. Donc de l'eau et de la farine. Donc on mange de la farine plus la farine. Et du coup, avec un peu de sel et, Dieu merci, un peu de piment, on était heureux comme des fous. Chez nous, ça s'appelle du batacman. Batacman. Allô, mais... Tu vois, donc ça a même un nom là-bas. Ouais, je te promets. Et du coup, ben, quand tu vis ces choses-là, tu as beaucoup d'amour aussi à donner, quoique la vie soit difficile. Et en même temps, tu as envie de réussir. Tu as envie d'aider ces personnes-là, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est vrai que j'ai quand même des rôles modèles qui sont extérieurs à ma vie. Mais mes premiers rôles modèles, ce sont mes parents, qui ne sont pas riches, matériellement, financièrement, mais qui sont riches de tellement de vertus, tellement de choses, qui aujourd'hui représentent une fortune pour des gens qui ont tout, mais qui n'ont pas la paix du cœur. Moi, c'est vrai que je ne suis pas dans la même démarche qu'eux. Moi, je veux avoir beaucoup d'argent. Moi, je veux beaucoup, beaucoup d'argent. Et je ne me cache pas, je le dis ouvertement. Et je travaille pour. J'aurais pu tremper dans beaucoup de choses. J'aurais pu faire beaucoup de choses. Beaucoup de bails sombres, tu veux dire. Ben, écoute, j'aurais pu être un arnaqueur, j'aurais pu faire le gars, comme on dit, j'aurais pu faire du faux. J'ai vu des jeunes qui ont fait du faux billet, des faux billets, qui ont vendu de la drogue, qui ont fait pas mal de choses. J'aurais pu faire tout ça. Mais attends, ils n'étaient pas du tout plus intelligents que moi. Limite, je trouvais que c'était beaucoup con. Mais, excuse-moi, c'est vrai. Donc, si je m'y mettais, j'allais mettre un peu d'intelligence, je croyais que j'allais cartonner quand même. Mais je n'ai pas choisi ce chemin parce que je veux réussir et marcher droit dans mes bottes et la tête haute. C'est ça, en fait. Donc, je veux avoir du plaisir de réussir et du plaisir d'inspirer d'autres personnes. Parce que déjà, rendre quelqu'un heureux, donner du sourire à quelqu'un, un temps soit peu, ça me rend heureux, moi. Et pour continuer à avoir ce bonheur-là, il faut avoir davantage d'argent. C'est pas que j'achète le bonheur chez les gens, non, mais je leur donne. Et pour donner, il faut en avoir. Donc, moi, je fais plein de choses. Je veux donner du bonheur, je veux aider des jeunes, je veux construire des infrastructures, je veux construire des hôpitaux, je veux faire des écoles, je fais plein de trucs. Et pour ça, il faut de la thune. C'est pour ça que je ne me cache pas. En Afrique, on dit souvent, pour vivre mieux, il faut vivre caché. Mais je suis tellement contre cette idée. À quel moment on est obligé de vivre caché? Parce qu'on a peur des regards des autres, de ce que les autres vont faire. Ils vont nous faire du mal, ils vont nous taper, ils vont faire tout ça. Mais moi, je suis vraiment opposé à tout ça. Donc, je m'affiche, je montre ce que je veux faire, et je montre comment je le fais. L'objectif, c'est que ça inspire d'autres personnes. Et honnêtement, je m'en fous des haineux qui vont critiquer, parce qu'eux aussi, ils font partie du système. Donc, il faut que moi, je fasse des choses pour que ces personnes critiquent. C'est tant mieux. Tu vois? Donc, tout ça, ça va me forger. Ça va faire que cette force de caractère, cette ambition, cette passion pour l'humain, cet amour pour mon prochain, je tiens tout ça de mon père et de ma mère et de tout ce qu'on a vécu comme difficulté, même après leur séparation. Comment on peut
mettre tout de côté et retenir qu'il y a déjà d'abord l'humain. Donc, je pense que ça va me forger quand même en partie pour plus de la moyenne. Toi, qu'est-ce que l'argent t'a appris? L'argent, l'accès. L'argent, m'a appris l'accès, en un mot. L'argent, comme le dirait certains, ne ferait pas le bonheur, mais je pense que si tu ne payes pas tes factures et qu'on te fout dehors, il n'y a pas de moyen que tu sois heureux, quoi. C'est pas possible. Tu n'arrives pas à manger, tu n'as pas de toit, tu n'as pas de fringues, tu n'es pas habillé. Je ne sais pas quel bonheur tu vas chercher. Donc, l'argent m'a appris l'accès. C'est-à-dire, c'est un moyen pour moi. J'ai eu des leçons que j'ai vraiment caissées et apprises à mes dépens. Je ne regrette pas forcément, parce qu'aujourd'hui, je ne referai pas. Mais je n'ai pas regretté avoir fait ces expériences plutôt, parce que plutôt j'ai gaspillé de l'argent quand j'en ai trouvé. Je me suis beaucoup amusé. Et heureusement que je l'ai fait, parce que je ne voudrais pas faire ça à 40, 50 ans. Parce qu'il n'y aurait pas assez de temps pour rattraper toutes ces conneries-là. Donc, l'argent, ça se respecte. Il faut respecter l'argent. Il faut vraiment respecter l'argent. C'est-à-dire, lorsque vous en avez pas, vous comprendrez combien, quand vous en avez, ou quand vous en aurez prochainement, vous allez en prendre soin. En prendre soin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout dépenser, il ne faut pas donner aux autres. Déjà, si vous ne dépensez pas, vous n'aurez pas d'argent, c'est clair. Pour gagner, il faut sortir. C'est comme ça, il faut sortir et gagner, faire rentrer beaucoup plus. C'est ça le principe. Mais quand vous n'en avez pas, vous n'avez pas le moral. Vous êtes d'accord avec moi que des fois, le simple fait d'avoir de l'argent dans votre compte, de savoir que vous avez de l'argent dans votre compte, vous êtes souriant, vous êtes heureux, vous êtes content parce que vous n'avez pas de stress. Vous n'avez pas de stress. Même quand un problème arrive, même quand votre téléphone sonne, vous ne paniquez pas. Votre voix change, vos yeux brillent, votre teint change. Hein? Souvent, vous devenez clair. Naturellement, on va penser que c'est tchatcho, mais c'est l'argent qui fait ça. Parce que ça crée, ça vous donne un sentiment de confiance. Vous avez vous êtes heureux. Et l'hormone du bonheur, là, comment ça s'appelle déjà? Cortisone, quoi, je ne sais plus. Ben, ça vous fait du bien. Et quand vous n'en avez pas, vous stressez. Et ça sécrète aussi autre chose. Et ça, c'est pas bon. Du coup, tous ceux qui vous disent que l'argent, c'est démoniaque, l'argent, c'est mauvais, ils vous mentent. C'est que des menteurs. Parce que je ne conçois pas un pasteur, par exemple, qui dit l'argent est mauvais à ses fidèles, mais qui prend de l'argent chez les fidèles. Attends, où est l'anac? L'argent est mauvais. Et pourquoi toi, tu prends l'argent? C'est pourquoi moi, je kiffe, j'apprécie les pasteurs qui invitent leurs fidèles à aller à l'entrepreneuriat, qui parlent, qui enseignent l'entrepreneuriat. Je préfère, parce que lorsque aujourd'hui vous voyez, excusez-moi, je suis croyant, très croyant, et ne soyez pas étonnés si les années à venir, je commence à parler de religion ou de croyance et tout. C'est fort probable que ça arrive. Mais en même temps, je reste droit dans mes bottes et réaliste. OK? Si vous êtes pasteur, que vous êtes un peu intelligent, minimum, c'est que pour que vos fidèles continuent à vous donner de l'argent, il faut qu'ils en gagnent. Et pour qu'ils en gagnent, il ne faut pas leur apprendre à détester l'argent. Il faut au contraire leur apprendre à en gagner. Et comme ça, vous en gagnez aussi. N'est-ce pas? Donc, quand vous observez bien, vous allez voir qu'il y a davantage de très belles églises aujourd'hui, des bâtiments mais de ouf. Mais vous ne verrez pas beaucoup d'écoles de ouf comme ça. Il y a encore des enfants qui étudient, qui apprennent à l'école à même le sol. Je trouve que c'est regrettable. Dieu n'a jamais voulu ça. Donc, l'argent joue un rôle important. Parce qu'on a instauré, c'est un contrat social que les humains ont signé entre eux. Ils se sont dit, bon, écoutez, ça va être notre
moyen d'échange. C'est contre ça qu'on va acheter tout ce qu'on veut. Et on a décidé de le faire ainsi. Donc, ça veut dire qu'on a des besoins. Et on a le besoin d'aider d'autres aussi à satisfaire leurs besoins. Ce qu'on appelle responsabilité, des charges familiales et tout. Et quand on est incapable de faire ça, ben, on devient malheureux. On est d'accord? Si vous avez faim, que vous ne pouvez pas vous acheter à manger, excusez-moi, on ne peut pas faire de podcast. Parce que je pense que vous êtes content de faire les podcasts. Bon, sans argent, comment vous achetez les micros? Comment vous venez chez Créavos? Comment vous vous déplacez? Comment vous quittez Lomé et allez dans un autre pays? Sans argent, ce n'est pas possible. Donc, arrêtez les conneries. Même si, je prends même en relation amoureuse, avec votre femme, je suppose que vous n'avez pas d'argent. Vous ne dépensez jamais d'argent. Vous ne sortez jamais d'argent. Ce n'est pas l'argent en lui-même, mais c'est ce à quoi l'argent vous donne accès. À lui offrir des fleurs. Bon, quoique, les femmes n'aiment pas forcément beaucoup de fleurs ici. Il faut donner de l'argent. Il faut lui acheter des bijoux, lui faire des sorties, d'accord? Lui permettre aussi de faire plaisir à sa famille, d'acheter ce qu'elle veut, faire des voyages, découvrir, apprendre de nouvelles choses. C'est pas le bonheur, ça? Donc, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire que l'argent vous donne accès au bonheur. Donc, je crois qu'avec un peu d'intelligence, il faut accepter, aimer l'argent. Aimer l'argent, oui, positivement. Ça ne veut pas dire qu'il faut inverser les priorités. Vous pouvez aimer l'humain. Et si vous aimez l'humain, que vous êtes intelligent, vous allez aimer l'argent parce que l'argent va permettre à l'humain de s'épanouir. Donc, c'est ça mon rapport avec l'argent. Moi, je n'ai aucun problème avec l'argent. Tu donnes beaucoup? Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que je donne beaucoup parce que je pense que je donne plus que certains qui ont plus d'argent que moi. Pourquoi? Parce que je crois vraiment aux valeurs de partage que je véhicule et c'est pour ça que je cherche encore davantage. C'est clair que je ne vais pas dilapider à tout partager. Et peut-être que je vais changer ma façon de donner. Donner de façon plus efficace, à produire des résultats, mais je crois que je n'arrêterai jamais de donner. C'est pas possible. Tu sais, quand nous passons beaucoup de temps ici en Afrique, à l'école plus qu'à la maison, dehors plus qu'à la maison, et tout le temps on parle d'argent. On parle énormément d'argent. Il faut en gagner, il faut en gagner, il faut en gagner, mais il n'y a aucune filière qui nous apprenne comment gagner de l'argent. Damn. Je ne croyais pas qu'on allait arriver là. OK. On y va? Non, mais dis-moi. Down. En fait, j'étais disant dans mon propos tout à l'heure que quand on est, il n'y a pas de mot d'emploi. Il n'y a pas de notice. Pourtant, j'ai dit aussi que ce que tout le monde fait, sans peut-être s'en rendre compte, c'est vendre. On vend tous quelque chose. Même en amour, on vend tous quelque chose. Mais on a tous besoin d'argent aussi. On nous apprend des aptitudes, des compétences. Mais la compétence la plus ultime, on ne nous l'apprend pas. À aucun moment, on nous a appris à l'école comment faire de l'argent. À aucun moment. Et on continue de former des jeunes aux métiers qui sont en train de disparaître et qui vont davantage disparaître. Il y a 20 ans en arrière, on ne parlait pas de podcast. Mais écoutez, il y a 30 ans, non, moins de 30 ans, il y a 20 ans aussi en arrière, mais pour avoir certaines images de vue de hauteur, il fallait monter dans les hélicos. Aujourd'hui, avec les drones, c'est mort. Celui qui louait son hélicoptère pour ses services, il n'a plus cet argent-là qui rentre. Les drones ont tout pris. OK, il y a des photographes. Il y a eu Kodak qui faisait les clichés. Il y a eu le numérique, la photo numérique qui est arrivée. OK, et moi, j'ai pensé, par exemple, à faire des photographes robots que tu peux mettre dans ton sac et tu arrives partout, tu le déploies seulement, il descend, il te suit, il te fait tes photos. Il te fait tous les plans, tu programmes et il te fait ça. Il monte, il descend,
ton robot personnel photographe. Ben, comment je vais lancer ça? Ça va enlever du boulot à certains photographes. On est d'accord? Mais c'est ça, en fait. Et ça, c'est une innovation sur laquelle je travaille. Je n'ai pas peur d'en parler parce que moi, je n'ai pas peur qu'on me vole des idées, de toute façon. Je sais où je vais, je sais comment je vais faire. Je sais les différenciations que je mets sur les projets, donc je n'ai pas peur d'en parler. Donc, c'est comme ça que ça évolue. Et ben, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'on arrête cette grosse connerie et qu'on commence à apprendre aux jeunes à faire de l'argent. Faire de l'argent, c'est quoi? C'est très simple. C'est très simple à comprendre dans le principe, mais ce n'est pas aussi simple dans l'application. Ça, c'est clair. Et c'est d'où l'intérêt. Sinon, tout le monde ferait déjà trop d'argent. Du coup, faire de l'argent, c'est vendre un produit ou un service à plusieurs personnes. C'est aussi simple que ça. Faire de l'argent. Vous avez un restaurant, un seul restaurant, OK? Je ne suis pas sûr que ce seul restaurant va vous rendre milliardaire. Non. Vous pouvez subvenir à vos besoins. OK. Par contre, si vous fabriquez des épices qui vont servir à des millions de restaurants, là, vous commencez à faire de l'argent parce que vous faites du volume. Vous n'êtes pas coincé à un seul endroit. Si vous avez un studio de podcast, que vous avez un seul studio de podcast, même si tout le monde vient faire chez vous, vous avez combien de plages horaires? Ça ne peut pas vous faire milliardaire. Par contre, si vous créez vos propres contenus, vos propres émissions que vous revendez, qui sont suivies partout, vous commencez à faire de l'argent parce que vous faites du volume en termes de ressources, d'entrée d'argent. Imaginez aussi que vous fassiez une chaîne de podcast. Donc, quand on arrive, Créavos par exemple, ou votre podcast, on entend partout, la nuit, on entend partout. Tu arrives à Abidjan, tu as la nuit. Tu arrives à Cotonou, tu as la nuit. Tu arrives à Lomé, tu arrives à Kin, à Dakar. Quand tu commences à avoir du volume, là, tu commences à faire de l'argent. C'est ça le principe. Maintenant, pour faire de l'argent, il faut observer le problème. On a tous des problèmes. Et c'est apporter une ou des solutions à un problème ou à des problèmes. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai décidé de lancer cette année même la première école d'entrepreneurs et d'intrapreneurs. Je ne vais pas dévoiler le nom tout de suite. En fait, au départ, je comptais l'appeler différent, avec le symbole de différent. Mais avec mes équipes, on travaille à voir s'il y a meilleure proposition. Donc, s'il y a meilleure proposition, vous saurez. Mais c'est quand même une exclusivité que je dis là, que je donne là. Parce que cette école va former 2 profils. C'est tout. 2. Entrepreneur, intrapreneur. C'est-à-dire, entrepreneur. Et quand vous êtes entrepreneur, vous êtes formé en tant qu'entrepreneur, vous sortez de cette école avec comme diplôme votre entreprise qui marche. Terminé. Pas de paperasse. Vous sortez avec votre business qui tourne. C'est ça votre diplôme. Et quand vous ne sortez pas entrepreneur avec votre business qui tourne, vous sortez intrapreneur. Un intrapreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le profil, les aptitudes d'un entrepreneur, mais qui va les mettre au service d'une autre entreprise, qui va aider cette entreprise à réfléchir, à créer de nouveaux produits, à résoudre les problèmes, à anticiper avec le profil d'entrepreneur qu'il a. Donc, vous allez voir que dans les prochaines années qui vont venir, les profils qui seront les plus demandés, ce ne sera pas forcément les techos. Ce ne sera pas forcément les commerciaux. Les commerciaux, c'est sûr qu'on va toujours en avoir besoin, mais ce sera beaucoup plus les entrepreneurs qui, en entreprise, vont être des intrapreneurs. Parce que c'est clair que tout le monde ne pourra pas créer une entreprise. Sinon, qui va bosser dans l'entreprise de l'autre? Mais c'est ce qui va arriver. Les prochains profils, c'est les intrapreneurs. Et les grands groupes l'ont déjà compris, sauf qu'aujourd'hui, les écoles ne proposent pas encore ces profils. Et c'est ce que nous, on va démarrer cette année. Je suis content.
que ça m'a fait rigoler quand... Non, mais écoute, je suis content que la nuit est l'exclusivité. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Écoute, Kisha, on va être dans tout ce qui est gagner de l'argent, tu viens de le dire. Maintenant, quand on gagne de l'argent, il faut savoir en prendre soin. Ah oui. Comment on fait? Comment on gère son argent? Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes, tu es passé par là aussi, tu as gaspillé de l'argent, tu as dilapidé de l'argent parce que c'était dans l'euphorie et tout ça. Mais aujourd'hui, tu as dit, tu ne ferais plus ça. Ouais. Comment est-ce que tu gères ton argent? Bon, en fait, je ne vais pas te donner de leçons en question de gestion d'argent parce que je ne suis pas forcément l'exemple parfait en termes de gestion. Par contre, je sais que quand tu gagnes, bah, il faut qu'une partie soit réinvestie. Et la bonne partie. Donc, je suppose que si tu gagnes 3 parts, bah, il faut que 2 parts soient réinvesties. Pourquoi? Les 2 parts réinvesties vont te régénérer de l'argent. Et quand ça va continuer comme ça, à un moment donné, tu as de l'argent que lorsque, en dormant, tu fais encore de l'argent. Parce que si, pour gagner de l'argent, il faut que tu sois éveillé et présent, tu ne gagnes pas encore de l'argent. Il suffit que tu aies un problème et que tu sois immobilisé et que tu ne gagnes plus. Je prends l'exemple d'un coiffeur qui doit coiffer. Pour coiffer, il faut qu'il soit là. OK? Il est malade. Comment il va coiffer? Donc, il ne gagne plus d'argent. Par contre, celui qui a créé la crème de cheveux qui fait pousser les cheveux, qu'il soit là ou pas, d'autres coiffeurs vont vendre, des gens vont vendre ces produits. Et couché dans le lit d'hôpital ou pas, il fera de l'argent. Donc, je pense que la meilleure façon de gérer de l'argent, c'est de réinvestir. Moi, je l'ai compris un peu tard, mais beaucoup plus tôt que certains. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'achète des actions dans d'autres entreprises. Je réinvestis dans d'autres idées. Je réinvestis beaucoup aussi dans ma propre boîte. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout le temps parce que j'y crois fortement. Et d'ailleurs, si je ne croyais pas, je n'allais pas mettre autant d'énergie, autant de temps à être là. C'est un secteur qui a un potentiel incroyable. Donc, je pense que la principale recommandation pour gérer son argent, c'est de réinvestir. Parce que soit vous épargnez, vous allez mettre de côté. OK? Quand vous mettez de côté, à la fin de l'année, la banque va vous générer des intérêts. Ce n'est pas grand-chose, honnêtement. Le seul avantage de l'épargne, c'est de pouvoir réinvestir quand vous avez une opportunité. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore l'opportunité, vous gardez l'argent là. Dès que vous avez l'opportunité, vous prenez l'argent, vous investissez. Mais vous gardez toujours un peu pour vous relever quoi qu'il arrive. Vous avez de l'argent, vous achetez de l'or, vous achetez dans l'immobilier des parcelles, vous pouvez revendre quand vous avez besoin d'argent, c'est des actifs. Vous achetez une voiture, mais attention, ceux qui achètent des grosses voitures très chères ne sont pas forcément inintelligentes. Une voiture collector, de collection, ou une voiture super haut de gamme, lorsque vous êtes en problème, vous pouvez la revendre aussi. Et quand vous la conduisez, elle peut vous faire gagner aussi de l'argent parce qu'elle vous donne un certain statut. Les gens vont vous dire non, mais c'est faux en ce moment. Si vous portez une sale chemise, personne ne va vous regarder. Si vous mettez 2 personnes jumelles, d'accord, donc identiques physiquement, et une qui est bien habillée et l'autre qui est très mal habillée, je vous jure que toutes les personnes qui vont s'approcher des deux ou qui vont avoir l'opportunité de s'approcher des deux vont avoir tendance à aller vers la personne qui est la mieux habillée. C'est humain. On est attiré par le beau, par le propre, par ce qui est bon. À telle enseigne que souvent, ça gêne des personnes. Quand vous êtes beau, vous êtes propre, mais on s'en fout parce que ça marche. OK? L'habit ne fait pas le moine, certes, mais il permet quand même d'identifier le moine. Même si c'est un faux moine, au moins, déjà, tu fais la différence. Il ressemble à un moine. OK? Donc, pour faire court. On a fait beaucoup de pauses dans votre histoire. On va raconter la meilleure histoire, mais ça aussi, c'est une belle histoire. L'idée de Asuka, elle est née du fait que vous avez compris que les systèmes d'identification des téléphones perdus, par exemple, c'est des médecins après la mort. Et qu'il faut un truc
qui permettent aux gens de se dire, écoute, le moment où le téléphone doit être perdu là, vous savez en même temps pour les dispositions. Comment on trouve l'argent pour lancer un gros projet comme ça, déjà pour commencer? Parce que j'ai vu vos actualités, j'ai vu sur Internet, j'ai vu sur les France 24 et tout ça. C'est pas un petit projet, Aswatech. Ouais. C'est un gros projet, c'est vrai. Mais comment on trouve l'argent pour lancer un tel projet? Déjà, au départ, vous voyez comment c'est parti. Je ne me suis pas levé un matin pour dire je vais créer une montre anti-vol, je vais créer une marque Asuka Spirit, je vais créer Aswatech. Non. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. On part toujours de façon efficace, il faut toujours partir du problème. Et au problème, on apporte une solution. La solution va devenir un produit ou un service. Et ce produit ou ce service va régler les problèmes de 1, 2, 3 millions de personnes. Et c'est comme ça que vous créez une entreprise. Vous allez développer maintenant un branding, une marque, et commencer à développer l'entreprise, ainsi de suite, et tout ce qui est avec. Vous allez innover, vous allez développer de nouveaux produits et services et tout ça. Donc, c'est comme ça que c'est parti. On me vole mes téléphones. Je trouve des solutions anti-vol, sauf que ce n'est pas efficace. C'est après avoir perdu le téléphone qu'il faut géolocaliser. Donc, il y a toujours le problème. Je décide moi-même de développer ma solution anti-vol. Donc, je commence à réfléchir. Comment je fais? Quel modèle? Quel type de solution je vais développer? Est-ce que je vais faire une code que je vais attacher à mon téléphone? C'est à ça que j'ai pensé. Et finalement, premièrement, c'est à ça que j'ai pensé. Et finalement, aujourd'hui, il y a des codes attachés au téléphone qui existent. Et moi, j'ai trouvé que c'était trop simpliste. Et puis, ce n'était pas forcément classe. Je ne vais pas attacher une code à mon cou, à mon costume ou bien en agbada et tout ça. Non, attends, je ne vais pas m'attacher une code. On attache déjà les liesses au chien, et puis moi aussi, je vais m'attacher une code. Excusez-moi, tous ceux qui mettent la code au téléphone et au cou, je ne vous traite pas de chien, mais moi, je ne ferai pas. Du coup, quand j'ai eu cette idée, ce que moi, j'ai fait, j'ai dit non, ça ne me convenait pas. Alors, comment je trouve une autre idée? En réfléchissant, je me suis rendu compte que, en fait, la meilleure solution, c'était d'avoir une code. Par contre, moi, je ne voulais pas la code. Alors, j'ai imaginé une code invisible. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion d'utiliser la technologie Bluetooth, qui est une code invisible. Parce qu'une fois qu'elle est rattachée au téléphone et que le téléphone s'éloigne, moi, je crée une déconnexion à une distance donnée qui fait que ça fait un signal. Parce que la code, quand elle tire, vous sentez que votre téléphone s'en va et vous récupérez le téléphone. C'est pareil. Donc, quand vous vous déconnectez, le téléphone, il va déclencher une alerte pour vous dire « Attention, on s'éloigne trop, il y a un problème. » Donc, je commence à faire ça. Donc, moi, je vais sur Internet parce que je suis autodidacte. J'ai appris beaucoup de choses que je fais sur Internet. Donc, je vais voir comment mettre en place ce système-là. N'ayant pas fait l'électronique à la base, ayant quand même compris le développement de solutions, d'applications et tout, alors j'ai commencé à émettre toutes les hypothèses possibles. Et j'ai compris que le Bluetooth était une technologie instable parce que ça va à 10, 13 mètres. Donc, tu ne peux pas couper ça à 3 mètres. Donc, 13 mètres, c'est déjà trop tard. La personne peut partir avec ton téléphone. Moi, je ne voulais pas ça. Non, j'ai créé un troisième intervenant qui envoie un faux signal pour dire que c'est arrivé à 3 mètres, alors que ce n'est pas à 3 mètres. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, alors, je suis à Cotonou. On n'a pas d'infrastructure à l'époque pour développer ce genre de prototype. Comment je fais? Je vais commencer à chercher où est-ce que c'est plus simple de fabriquer ça. Où les gens ont déjà l'habitude de faire ce type de produits. La Chine. C'est comme ça que je vais commencer à chercher des solutions parce que je ne connaissais pas quelqu'un particulièrement en Chine. Et du coup, quand je commence à fouiller dans mes contacts, qui connaît des gens et tout, on m'a connecté à quelqu'un qui m'a entourloupé pendant un bon moment. Je n'ai pas eu gain de cause. Après, j'ai découvert Alibaba, où je suis rentré en contact avec des manufactureurs qui, finalement, n'ont pas apporté la solution que je voulais. Et c'est pas contre un employé de l'une de ces entreprises qui est resté en contact avec moi, on est devenus potes, qui m'a présenté à une autre compagnie
pour qui, en fait, j'apportais des idées sur des projets. Ils avaient des produits et tout, donc j'étais consultant en innovation pour eux. Parce qu'ils adoraient ma façon d'analyser, de réfléchir et tout. Et du coup, j'étais consultant sur leur projet. Et c'est comme ça que le big boss de cette boîte m'a donné quelqu'un qui a pu me faire le prototype. Au départ, ils m'ont dit que ce n'était pas possible. J'ai démontré que c'était possible avec le troisième intervenant qui venait donner un faux signal. Et ça a marché. Donc, je développe la montre. Donc, ça veut dire que là, je dépense de l'argent, mais vraiment pas énorme. C'était mes économies. Donc, je grattais un peu aussi en mode love money. Je n'avais pas besoin de beaucoup pour faire ça. Et quand j'ai réussi à faire ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des ratés. Donc, j'ai dû mobiliser de l'argent maintenant pour faire 2, 3, 4e prototype. C'est au 4e que c'était top. Maintenant, je n'ai pas d'argent pour produire. Pour que ça soit rentable, il me faut faire au moins 3000 exemplaires. Et donc, je dois débourser environ 75 à 100 millions. J'enlève ça d'où? Donc, je lance une campagne en ligne, je fais la démo du concept et je lance un prix. Et je lance la précommande. C'est comme ça que j'ai eu plus de 12 000 intentions d'achat. Les gens m'ont envoyé de l'argent sans avoir vu le produit. Donc, j'ai vendu le produit sans avoir fabriqué le produit définitif. C'est ce qui s'est passé. Et ça m'a réconforté dans l'idée selon laquelle je tenais un bon business. Parce que c'est une solution qui répondait aux problèmes de millions de personnes. Donc, du coup, voilà ce qu'on appelle le pivot stratégique ou la capacité de ne pas rester à toquer une porte pendant longtemps. Parce qu'en entrepreneuriat, on nous enseigne souvent on nous dit souvent qu'il faut être résilient, focus sur un objectif pendant longtemps. C'est vrai. Mais des fois, ce n'est pas toujours vrai. Parce que si j'avais attendu de faire décoller la production de la montre, je crois que vous n'aurez pas connu iSWATEC aujourd'hui. À un moment donné, j'ai dû réfléchir autrement, apporter d'autres solutions à d'autres problèmes, où je pouvais fabriquer ces produits en petite quantité, sans avoir besoin de beaucoup d'argent. C'est comme ça que je vais prêter un peu d'argent chez ma femme que j'ai rencontrée alors. Et je vais prêter un peu d'argent chez ma petite sœur, chez d'autres personnes, et puis je vais associer. Il y a des gens qui n'ont pas cru au projet. Finalement, j'ai réalisé. J'ai fait les lunettes connectées parce que je me suis surpris au volant en train de chatter et j'ai failli faire un accident. Donc, je voulais être concentré et connecté à la fois. C'est comme ça que j'ai eu l'idée des lunettes. Et après, je suis allé faire des recherches. J'ai vu qu'en fait, ça existait bien longtemps avant que moi je n'y pense. Et les gens avaient déjà développé des lunettes connectées. Sauf que les lunettes connectées d'alors étaient trop connectées. Il y avait trop de technologie et ça coûtait trop cher. C'était pas classe, c'était pas chic. Vous voyez ce que je porte? Elles sont connectées. Mais on n'a pas l'impression. Elles sont classiques. Voilà, c'est ce que je voulais. Et quand c'est comme ça, elles sont accessibles. Et quand j'ai réussi à faire ça, la première production, je crois que c'est une 50aine, quand j'ai reçu le colis et j'ai mis la première paire, je suis allé directement dans un bar de la place, non loin de l'aéroport, et j'ai vendu toutes mes lunettes ce même soir. La première personne qui l'a acheté, c'était un Nigérian. Parce que je faisais mon petit malin, donc je téléphonais avec et tout. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fous avec... comment tu parles avec quoi, en fait? Je dis, je suis connecté avec mes lunettes. Il dit, non, sérieux? Oui. Il a testé. Donc, le fait qu'il teste et que moi, je pitch et tout, tout le monde nous regardait. Bon, gars, j'ai vendu toutes mes lunettes. Et c'est comme ça que c'est parti. Boum. Sauf que mon ordinateur tombe en panne et j'essaie de réparer, mais le mec chez qui je vais, c'est un charlatan. Parce qu'il me dit qu'il va acheter la pièce, c'était quoi, l'écran, je crois, au Nigeria. La pièce qui n'arrive jamais. À un moment, il me dit que non, celui qui revenait avec la pièce a été braqué. Et qu'il faut que je redonne encore de l'argent. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et je me rends compte que ce problème, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Parce qu'on n'a pas de service après-vente. Les marques ne s'intéressent pas vraiment à nos marchés. Donc, ils ne s'installent pas en service après-vente. Du coup, les bricoleurs, ils nous emmerdent. Je dis, OK, ben, d'accord, je vais mettre en place un service après-vente. Et je me rends compte que je peux aussi faire des ordinateurs. Si je fais des lunettes, je fais des montres, bon, je fais des ordinateurs, je vais apporter une plus-value. C'est-à-dire que je fais des ordinateurs qui sont plus faciles à réparer et qui sont plus ou moins adaptés
au contexte africain. Et surtout dans la résistance, dans le choix des matériaux de fabrication et tout. Et puis, je vais faire en sorte que ça soit low cost, accessible. Comme ça, je donne accès à la technologie au plus grand nombre. Et comme ça, les gens pourront innover, créer des choses. OK. Et il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, je vais trouver un moyen de mettre en place des facilitations de paiement pour que les gens puissent payer petitement. OK. Je lance. Pour les ordinateurs, je n'étais pas obligé de faire des milliers. J'ai fait quelques modèles. Je commençais à en parler. Je commençais à présenter. Boum. Ça n'a pas tout de suite explosé. Il a fallu que j'arrive en France et que je écrive 4 courriers. J'ai écrit à Elisabeth Moreno, Alain Grizier, Cédrico et Emmanuel Macron. Et quand j'écrivais ces courriers, ma femme m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu écris des courriers au président de la République et des ministres ?» Je dis « Non, je parle de mon projet. Et je veux leur montrer combien il peut avoir de l'impact entre la France et le Bénin et tout. » OK. Elle a lu le courrier, elle a dit « Ah, OK. Ça m'a l'air beaucoup plus intéressant ce que tu dis là. OK. » Bon, elle a relu un peu pour mettre dans le contexte le jargon français et tout. Parce que moi, j'avais le tout nu. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre tout de suite. Donc, elle a arrangé un peu les tout nus, on s'est entendu. Et j'ai envoyé le courrier. Mais elle n'était pas sûre que ça allait marcher. Et le premier à me répondre, c'est l'Élysée, le président de la République française. Et après, je vais passer sur France 24, je vais avoir des recommandations, et puis paf, 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 tout explose. Je reçois des messages de partout, tout le monde m'appelle, et ça commence. Et surtout, l'expérience du Nigeria et du Bénin. Celle du Nigeria, c'est que les Nigérians ont été sidérés par les noms que portaient les équipements que j'apportais sur le marché. Et du coup, ça les représentait beaucoup. Ça leur parlait. Ils s'y retrouvaient. Et il y en a qui se sont déplacés pour venir me rencontrer. Et j'ai entendu, c'est là que j'ai lu des commentaires, des trucs incroyables. Des gens qui m'appellent, qui me disent « On veut te rendre milliardaire. » Wow. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Que quelqu'un appelle quelqu'un pour lui dire qu'il veut le rendre milliardaire. OK. C'est balèze, en fait. Juste le simple fait de le dire, c'était pour moi un truc de ouf. Non, ces gars, ils sont terribles. Bon, après, il ne m'a pas forcément rendu milliardaire, mais déjà l'intention, tu vois, le fait de vouloir tellement accompagner quelque chose sans jalouser, sans la méchanceté gratuite dont on parle, c'est ça l'humain qu'on veut. Être content pour l'autre, être capable de vouloir son ascension, de vouloir qu'il gagne. Celui qui me dit qu'il veut me rendre milliardaire, il n'est pas milliardaire en fait. Mais lui, il veut me rendre milliardaire parce qu'il est content de ce que je fais. Mais c'est comme ça en fait que ça devrait se passer. Donc du coup, et à l'expérience du Bénin aussi, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai été reçu par pratiquement toutes les autorités qui ont commencé à apprécier ce que je faisais et qui m'ont fortement encouragé. C'est vrai que en tant qu'entrepreneur, j'aurais voulu que les choses aillent beaucoup plus vite. On a toujours voulu que ça aille beaucoup plus vite, plutôt. Mais honnêtement, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis déçu. Je ne peux pas dire que je suis déçu. Je suis d'ailleurs... je pense que ce qu'il faut faire en tant qu'entrepreneur déjà dans ce sens, c'est faire en sorte que même les autorités ou toute personne capable d'accompagner votre projet n'ait pas le choix d'autre que de vous voir. Faites en sorte que vous soyez visible. Faites en sorte qu'on vous reconnaisse. Donc, il ne faut pas rester caché. Une entreprise, ce n'est pas pour rester caché, en fait. C'est toute la différence avec le style de gestion d'entreprise américaine. Vous voyez, eux, ils font le show dans le business. Et ça marche. C'est pourquoi c'est les rockstars. C'est pourquoi c'est les champions du monde. Tu sais, Richard, oui. J'ai compris un truc tout à l'heure. Ouais. Tu me diras si je vois mal. OK. Est-ce que tu penses que si cette lettre n'était pas passée à l'Élysée, tu serais à ce niveau-là aujourd'hui? Belle question. Ouais, c'est une question pertinente. Mais si, je serais peut-être arrivé à ce niveau ou à un autre niveau peut-être meilleur, ou peut-être pas du tout, parce que j'avais d'autres opportunités aussi de passer sur les chaînes internationales. Par contre,
la plus difficile à laquelle j'aurais du mal à répondre, c'est est-ce que si je n'étais pas passé sur France 24, j'aurais eu autant de succès? Ça, je ne sais pas. Parce qu'avant, j'ai été sur des chaînes locales. Je n'ai pas eu autant de retours. Il faut se dire la vérité. C'est après mon passage sur France 24, la première fois, que les gens m'ont découvert. Il faut dire qu'ils ont plus d'audience, plus à l'international, et il faut accepter qu'à un moment donné, les nôtres se disent que quand c'est validé ailleurs, c'est que c'est valide, ça va être validé ici. Tu vois l'idée là? Nous, c'est une idée qui est... Qu'il faut déconstruire. Mais il faut déconstruire, mais qui est réelle. C'est vrai. C'est vrai, parce que, tu sais, nous, on se dit au Togo que pour réussir au Togo... Il faut réussir ailleurs. C'est fou. Ben oui, c'est fou. Vous avez la preuve. Beaucoup d'artistes togolais ou béninois vont à Abidjan. Parce que pour eux, si ça marche à Abidjan, c'est que les autres vont suivre. Mais après, quand je mets mon manteau de stratège, de businessman, c'est normal. Tu vas là où tu peux... Glow up directement. Directement. Et avoir de l'influence sur les autres. C'est une technique qui marche. Mais après, je pense qu'il faut qu'on déconstruise cette idée pour que des pépites... parce que des gens comme moi, je parie qu'il y en a eu beaucoup et qu'il y en a toujours beaucoup et qui n'auront peut-être pas la chance de passer sur France 24 ou de passer sur un média international. Moi, j'ai été sur Forbes, j'ai été sur... En 2022, c'est Forbes France qui recommande Richard Ojrado et sa start-up en disant que c'est la start-up africaine à suivre. C'est pas rien, on parle de Forbes quand même. Donc, après, il y a RFI, il y a BBC. Quelle chaîne internationale je ne l'ai pas fait? Je ne sais pas. Encore, je ne sais pas. En Afrique, j'en ai fait plein. Anglophone, on est passé en arabe, on est passé en anglais, on est passé en espagnol, on est passé presque partout. Bon, pas partout, mais on a fait quand même 4 ans. Le nom quand même haut actuellement. Du coup, la visibilité est capitale pour vraiment scale up. C'est capital. Il ne faut pas vivre caché, en fait. Il ne faut pas vivre caché. Si vous m'écoutez, que vous êtes entrepreneur, que vous pensez qu'en restant caché, vous allez vous en sortir, vous mentez. Vous mettez vraiment le doigt dans l'œil. Si ça ne marchera pas, il faut être visible. Et faites tout pour saisir toutes les opportunités de visibilité. Je ne parle pas des buzz inutiles qui vont peut-être même ternir votre image. Je ne parle pas de ça. Il faut être visible. Il faut aller sur les médias internationaux ou nationaux. Peu importe, une opportunité de visibilité, saisissez-la. Soyez visible. Faites-vous connaître. Faites-vous voir. Parce que on ne collabore qu'avec ceux qu'on voit. Et il y a une chose que je rappelle souvent. Personne n'a envie de traiter avec quelqu'un qui fait pitié. Vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas faire pitié. Ce n'est pas possible. On n'achète pas chez quelqu'un parce qu'il fait pitié. Ce n'est pas possible. On n'épouse pas un monsieur parce qu'il fait pitié. On n'épouse pas une femme parce qu'elle fait pitié. On ne devient pas ami à quelqu'un parce qu'il fait pitié. Non, c'est plutôt parce qu'il donne envie. Donc, privilégiez plutôt donner envie que de faire pitié. Et ça marche. Votre produit, votre service, vous-même, vos collaborateurs, vous devez donner envie. Vous devez charmer, vous devez séduire. C'est aussi ça la vente. Et peu importe ce que vous vendez, vous devez charmer. Donc, ça, c'est ce que je partageais avec vous. 2 questions pour finir. La première, ça va plus dans le sens de... Quand tu parles, on sent cette africanité. Et pas uniquement dans ton discours, mais aussi dans As, World, et tout ça. En vrai, c'est quoi l'histoire? Et souvent, je mets des costumes avec chapeau africain ou je mets toujours un trait africain. Exactement, exactement. Non, mais parce que, écoutez, vous ne pouvez pas vouloir aller à la conquête du monde en étant exactement comme les autres. Quand je dis à la conquête du monde, à la conquête de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis et tout, par exemple. OK? Pourquoi? Parce que vous allez en Asie, ils ont leur culture. Ils ont leur façon de s'habiller. Ils ont leur identité.
vous ne pouvez pas venir et faire mieux qu'eux avec leur propre identité. Ce n'est pas possible. Et en plus, vous n'êtes pas différent. Donc, vous ne pouvez pas mieux vous habiller comme un Américain que les Américains. Vous ne pouvez pas être habillé plus que les Européens dans leur tenue. Par contre, quand vous venez dans vos propres tenues, dans votre propre style, dans votre propre mindset surtout, vous êtes respecté. Parce qu'on peut vous identifier. On sait que vous êtes différent et on respecte cette différence. Donc moi, je ne suis pas pour l'idée de l'exclusivité de coopération africaine. C'est-à-dire, il faut que les Africains travaillent seulement entre eux. Non, 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 on a dépassé ça. C'est important qu'on travaille entre nous. Mais c'est toujours mieux d'aller aussi à l'international. Donc moi, je vais aller vers le monde, mais avec mon identité africaine, que je ne suis pas prêt à troquer contre quoi que ce soit. J'estime que j'ai une très belle identité. S'ils appellent ça black, ok, on accepte. Mais je trouve que ça, déjà, c'est pas black. Mais s'ils appellent ça black, c'est pas grave, j'accepte. Mais j'assume qui je suis. Parce que le premier pas vers la réussite, c'est déjà de s'accepter soi-même. Si vous n'êtes pas capable d'être heureux tout seul, comment vous pouvez être heureux avec d'autres personnes? Si vous n'êtes pas capable d'appréhender qui vous êtes, vous allez où? Vous allez parler à qui? De quoi? Comment? Donc moi, j'assume pleinement mon africanité. Je suis africain et j'en suis fier. Je prône le rêve africain. Je veux le propulser parce que j'y crois. Et on a nourri le monde pendant longtemps, donc on est capable encore de nous nourrir nous-mêmes. Et sans prétention aucune, l'Afrique a trop de talent. Des gens comme vous, des gens qui sont derrière les caméras, qu'on ne voit pas forcément, qui font des choses extraordinaires, qui sont dans l'ombre pour le moment, qui vont sortir. Regardez la concentration de talents qui sort de l'Afrique. Il y a des équipes qui sont constituées à 80% de Noirs. Est-ce qu'on n'a pas de talent? Les gens vont partir parce qu'ils veulent juste un mieux-être, un meilleur cadre. Il faut qu'on crée ce cadre-là, d'où le petit coin de paradis dans le paradis. On n'a pas intérêt à copier, coller la culture des autres. C'est vrai, comme je dis, je vais des fois me mettre en costume. Et le costume, il y a le costume africain que je mets très souvent. Mais je ne vais pas être fermé à 100% en disant je mets que des costumes africains. J'en mets très souvent. Je recommande très souvent. Et j'adore. Mais vu que je suis ouvert au monde, je vais diversifier et faire autre chose. C'est pas parce que j'aime l'Afrique, j'assume mon africanité, que je ne vais pas mettre un t-shirt ou un jean. Je suis open d'esprit quand même. Donc voilà, en fait, ma vision, ma façon de voir les choses. La dernière question. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent actuellement. Beaucoup de jeunes entrepreneurs qui regardent la nuit. Et si tu as un seul conseil à donner à un jeune entrepreneur qui te regarde actuellement? J'ai un conseil à donner. Par contre, je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre parfaitement ce conseil-là. J'ai un projet que je veux lancer, qui n'est pas encore lancé, mais qui sera lancé. C'est le booking de célébrités. Donc, de célébrités et de professionnels. Vous êtes venus, vous voulez voir n'importe qui, peut-être au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, whatever, partout dans le monde. Comment vous faites pour rencontrer les gens? Comment vous faites pour parler aux gens? Comment vous faites pour booker les rendez-vous? Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un qui m'a contacté et puis on a parlé. Prochainement, vous irez sur Rikit, ma plateforme, vous allez me contacter, vous allez prendre rendez-vous avec moi. Si je veux, je mets payant. Et vous payez, vous savez que vous m'avez directement. Vous voulez voir des bailleurs, il est sur la plateforme, vous le bookez. Vous voulez voir Centrinos, vous le bookez. Vous voulez voir Nicanor, vous le bookez. Vous voulez voir Taïk, vous allez sur la plateforme, vous le bookez. Vous voulez voir un PDG d'une entreprise, vous le trouvez, vous le bookez. Aussi simple. Parce qu'on estime que une bonne connexion peut changer une vie. Et c'est ce qu'on fait avec Rikit, on crée des connexions. Alors pour ce projet, par exemple, j'avais besoin d'un partenaire puissant. Un partenaire qui est dans ce monde-là, du showbiz et tout, qui bouge, qui connaît. Et j'ai décidé d'aller à Abidjan. Donc je suis parti à Abidjan, comme on a dit aussi. Arrivé à l'aéroport, j'avais ciblé 2 personnes, Assalfo et Mola.
Arrivé à l'aéroport, je dis, bon, ok, je vais voir d'abord Mola. Je veux voir Mola. Pourquoi je fais des analyses? Je dis, bon, je vais voir Mola. Je dis à mon chauffeur, est-ce que tu connais le bureau de M Group au Vallon? Il dit, oui, oui, oui. Je dis, ok, on y va. Mes gars qui sont venus me chercher, ils disent, mais tu vas faire quoi là-bas? Est-ce que tu avais rendez-vous avec lui? Je dis non. Mais j'y vais quand même. On a débarqué. Je suis descendu, on m'a installé, et l'assistante de Mola, l'assistante m'a mené vers... non, c'est la secrétaire qui m'a mené vers l'assistante. Et pour me dire, voilà, il y a un monsieur qui veut voir le boss et tout. Ok. Bon, on ne se connaissait pas, on n'était pas potes. On s'était limite jamais parlé. Donc, quand je suis arrivé, la dame, elle m'a dit, vous avez rendez-vous? J'ai dit, non, on n'a pas rendez-vous. Elle m'a dit, je crains que ça ne passe pas. Si vous n'avez pas rendez-vous, c'est pas possible de le voir comme ça et tout. Bon, j'étais très bien habillé, quoi. Et même elles-mêmes, elles appréciaient. Elles ont vu que le monsieur, c'est pas quand même n'importe qui. Il est bien habillé, comment il est habillé. C'est pourquoi je parlais de l'habit il fait pas le moine, mais il permet de reconnaître le moine. C'est important d'être bien habillé et tout, et d'avoir une originalité. J'étais dans mon costume avec toujours mon chapeau africain. Bon, que je n'ai pas aujourd'hui, mais j'ai des bracelets. Alors, vu que j'ai entendu que sans rendez-vous, je ne pouvais pas le voir, je lui ai dit, est-ce que vous savez qui je suis? Elle a dit, non. J'ai dit, ok. Voici ma carte. Vous avez Internet? Oui. Ok. Recherchez mon nom dans Google. Ce travail a été fait il y a longtemps. C'est-à-dire tous les prix que j'ai reçus, toutes les communications, toute la visibilité, soyez visible. Ça faisait déjà mon CV sur Internet. Donc, la dame, elle a saisi, elle a vu ce que je faisais. Elle a fait, waouh, impressionnant. Ok, un instant. Je dis, allez lui montrer ça. C'est ce monsieur qui est venu le voir. Et je vais partir. Ne soyez pas la personne qui va l'amener à rater l'opportunité qui est venue. Et quand elle est rentrée, bah, elle a dit à Mola, il a fait, c'est qui lui là? Ok, donne le nom, je vais voir. Tac, 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 il a saisi et puis il avait dit, aïe! Et ça, c'est les vrais gars. Ouvre la porte, envoie un champagne. Lui-même s'est levé, il est venu me chercher. C'est comment mon frère? Ah non, mais toi, tu es un génie, c'est des gens comme ça, nous, on veut recevoir. Viens, 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 viens. Tout le monde était dépassé. Mes gars, même, ils sont dépassés. C'est comme si on se connaissait depuis des années, mais il y a eu un vibe, il y a eu une énergie incroyable, indescriptible. Je lui ai fait une paire de lunettes, il en a acheté 2 autres directement et il a payé cash. Il a passé une commande d'ordinateur. Après, sur le projet sur lequel on est parti, il est OK qu'on s'associe pour lancer le projet. Donc, il va devenir actionnaire sur le projet. Il quitte. D'ailleurs, je dois retourner le voir pour ça. Donc, depuis, on est devenus potes. On commente nos publications, on s'échange, on s'appelle sur Paris, on se voit sur Paris, on parle. Et on prévoit beaucoup de choses ensemble. Et c'est vraiment une pote à beaucoup d'autres opportunités, vice-versa. Et d'ailleurs, quand mon pote de Dolé, Kodjo, a été aussi parti à Abidjan, je lui ai dit, écoute, il faut que tu vas. Il a dit, oui, oui, je vais le voir. Quand j'ai dit, connexion directe, c'est passé. C'est pour dire quoi? Passer à l'action. Vous avez un projet, vous voulez faire quelque chose, vous avez besoin de quelqu'un, passez à l'action. Allez chercher la personne. Au départ, vous avez un non, parce que vous n'avez rien. Quand vous essayez, soit vous gagnez, soit vous ne gagnez pas. Mais dans tous les cas, vous ne perdez pas, parce que vous aviez non à la base. Donc, quand vous essayez, vous apprenez une nouvelle façon peut-être de contourner le problème et d'aller trouver une autre solution. Mais passez à l'action. Osez. Action. Osez. Action. Osez. C'est tout. Et tout est possible. Merci beaucoup, monsieur Richard. Je vous Merci en prie. beaucoup. Ce fut un plaisir. Dans la nuit. Oui. On vous a pris beaucoup de temps, en tout cas. Vraiment. Mais c'était un plaisir. Merci, merci. Les gars, moi, je vous dis merci encore. Merci encore de suivre. On a vraiment envie de rendre ce projet-là international. Et c'est pourquoi on est à Cotonou aujourd'hui pour tourner avec vous. Et j'espère que tout ce que monsieur Richard a dit, c'est des pépites, en vrai. Votre histoire, c'est incroyable. Et j'espère que je sais que vous êtes une vraie inspiration pour nous tous. Moi aussi, quand monsieur Haïd m'a parlé de vous, j'ai tapé, j'ai dit, OK, on y va. On y va. Et les gars, franchement, merci beaucoup, monsieur Richard.
C'est moi. Franchement, non, en fait, je me répète encore à dire Ouais, merci. ouais. Mais merci. Et Je vous franchement, en prie. merci. Tant que ça peut jouer un rôle, tant que ça peut inspirer d'autres, à oser, à passer le pas, à passer à l'action, appelez-moi. Ça marche. Ouais. Et s'il y a des gens qui entendent, qui écoutent cette émission et qui ont envie de rentrer en contact avec moi, ce sera bientôt sur Ekit. Exactement. Les gars, moi, je vous dis à la prochaine.